aujourd'hui, nous avons trois conférenciers. Donc, pour commencer, Dr. Sylvain Laniel. Le Dr. Sylvain Laniel est médecin psychiatre depuis 2001. Après avoir pratiqué en Abitibi et en Montérégie, il s'est joint au département de psychiatrie du pavillon Albert Prévost en 2006. Depuis 2007, il s'occupe de l'unité des soins intensifs psychiatriques de l'hôpital en santé mentale Albert Prévost du CIUS-NIM. Dr. Laniel est chef de service des soins hospitaliers et des urgences au département de psychiatrie du CIUS-NIM et il est également professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Nous avons également Mme Nadia Akliouet. Nadia a obtenu son doctorat de premier cycle en pharmacie en 2017. Elle a complété une maîtrise en pharmacothérapie avancée en 2022 et c'est ensuite à cela qu'elle a pu débuter sa pratique à l'hôpital en santé mentale Albert Prévost du CIUS-NIM. En fin 2023, elle a réalisé un programme court de troisième cycle en soins pharmaceutiques spécialisé en psychiatrie à l'Université Laval en partenariat avec le CIUS de la capitale nationale. Et finalement, Mme Alexandra Cerulli Canelopoulos. Alexandra a obtenu son doctorat de premier cycle en pharmacie en 2019 à l'Université de Toronto et sa maîtrise en pharmacothérapie avancée en 2020 à l'Université de Montréal. Cela fait maintenant 4 ans qu'elle travaille comme pharmacienne clinicienne à l'hôpital en santé mentale Albert Prévost, à l'unité de l'urgence et du court séjour. Elle travaille également depuis 4 ans à l'hôpital Jean Talon en médecine générale. Et donc, merci. Merci encore pour votre disponibilité et pour cette présentation. Je vous laisse totalement accès à la présentation. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour commencer, en fait, aucun des conférenciers aujourd'hui là, avons de lien avec l'industrie pharmaceutique, là, puis on n'a pas de conflit d'intérêt. Donc, donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de réviser les meilleures pratiques pour ce qui est de l'évaluation puis du traitement de l'agitation aiguë. Puis aussi, de pouvoir élaborer un diagnostic différentiel à partir de vignettes cliniques de patients qui ont été admis en milieu sécuritaire pour agitation sévère. Donc, en fait, notre présentation est vraiment construite là, sur 3 cas cliniques, c'est des cas réels qu'on a eus dans les dernières années là, aux soins intensifs psychiatriques. Donc, comme autre objectif de présentation, c'est également de reconnaître les limites des guides de pratique dans le traitement de l'agitation aiguë. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on va se baser sur 3 cas cliniques. Puis également, on va réviser là, les définitions de ce que c'est l'agitation, puis les recommandations générales du projet Beta. Le projet Beta, en fait, c'est les meilleures pratiques, c'est une compilation des meilleures pratiques pour ce qui est de l'évaluation et du traitement de l'agitation aiguë qui a été faite par l'Association américaine des psychiatres de médecine d'urgence. Donc, c'est un projet qui remonte à 2012 et puis qui a fait l'objet de plusieurs publications là, par la suite. Donc, l'agitation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une activité motrice qui est excessive, qui est associée à un sentiment de tension intérieure. Puis, l'activité est en général improductive, répétitive, puis ça peut se produire ça peut se manifester, pardon, par de multiples comportements, là. Ça peut être de marcher de long en large dans le corridor, là, faire les 100 pas. Des fois, on a des patients qui se tiennent les poings serrés ou des fois de jeter des regards intimidants. Dans des cas plus importants, mais un patient peut se mettre à pointer du doigt, lancer des objets, hausser le ton, crier. Donc, toutes sortes de manifestations là, selon la gravité. Donc, selon le projet Beta, là, qui est le Best Practices in the Evaluation and Treatment of Agitation, la première chose à faire, en fait, c'est d'essayer d'identifier la cause sous-jacente puis de la traiter. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour laquelle le patient peut être très agité. Des fois, ça peut être du sevrage nicotinique, ça peut être un état de manie aiguë, ça peut être une intoxication. Mais le principe de base, quand même, c'est d'essayer de traiter la cause sous-jacente plutôt que simplement de donner de la médication comme contention chimique. De façon générale, il faudrait aussi toujours privilégier les mesures non pharmacologiques. Il
plutôt que de procéder à donner un traitement pharmacologique. Donc, ça, on parle de pacification, d'essayer de réduire les stimulations de l'environnement. Et puis, la majorité, en fait, des gens là, qui travaillent en santé mentale, normalement, sont formés là, avec la formation Omega, là, qui justement enseigne aux gens là, des techniques de pacification. Donc, la médication, mais son but, c'est de calmer le patient. C'est pas tellement de l'endormir, mais de l'aider à rester en contrôle puis de garder son calme. Dans la mesure du possible aussi, il faudrait toujours impliquer le patient dans le choix du traitement. Puis ça se fait souvent, je vous dirais, à l'évaluation initiale. Dans le fond, il y a des patients qui nous disent là, tu sais, qu'ils ne veulent pas tel ou tel traitement ou qui préfèrent tel ou tel traitement. Donc, évidemment, quand c'est possible, c'est pas toujours possible dans un contexte d'urgence, quand un patient vous est amené là, par les policiers, par les ambulanciers, qui est extrêmement agité puis qu'il n'y a pas de collaboration possible. Mais de façon générale, c'est toujours mieux d'impliquer le patient dans le choix du traitement. Puis, en général, ce serait de toujours privilégier l'administration de médication par voie orale. C'est moins intrusif, c'est moins douloureux. Donc, toujours selon le projet Beta, en fait, ce qui nous indique, c'est que quand il y a de l'agitation reliée au délirium, il faut traiter la cause sous-jacente. Puis, en général, dans un cas de délirium, ce qu'on privilégie, ce sont des antipsychotiques atypiques ou sinon de l'aldol à faible dose, sauf dans les cas de sevrage éthylique ou de benzodiazépine. Dans ces cas-là, en fait, on va donner des benzodiazépines. Pour ce qui est de l'agitation aiguë en cas de psychose ou une agitation d'origine psychiatrique, à ce moment-là, ce sont les antipsychotiques qui sont indiqués en première ligne. Encore une fois, le principe est toujours le même. On essaie de privilégier par la voie orale, toujours un atypique dans la mesure du possible. Quand un antipsychotique est indiqué, les atypiques sont à privilégier plutôt que l'aldol ou un autre antipsychotique de première génération. Puis la raison de ça, en fait, c'est qu'en général, il y a moins d'effets secondaires extrapyramidaux, donc moins de dystonie aiguë, puis moins aussi de prolongation là, du QTC. Donc, à l'exception de l'agitation secondaire à l'intoxication, à l'alcool ou autre dépresseur du système nerveux central, dans ces cas-là, ben, c'est l'aldol qui est à privilégier. Puis aussi, quand on utilise de l'aldol, il faudrait aussi prévoir l'administration simultanée de benzodiazépine pour essayer de réduire le risque d'effets secondaires extrapyramidaux. Donc, juste pour un ajout, des fois, on a des patients qui arrivent sur l'unité qui sont super agités puis n'ont pas des sorties accordées pour aller fumer. Donc, ça augmente leur agitation puis devient de plus en plus agités à cause de ça. Donc, des fois, juste en offrant nos patients, tu sais, un remplacement de nicotine jusqu'à temps qu'ils peuvent aller fumer dehors peut être suffisant pour calmer le patient puis pour diminuer leur agitation. Donc, c'est toujours bon de comme, maintenir le lien avec le patient puis de voir c'est quoi la cause sous-jacente de l'agitation. Donc, la gestion non pharmacologique est vraiment utilisée en première ligne lorsque possible. C'est même avant d'utiliser la médication. Donc, en première ligne, les infirmières vont parfois utiliser la désescalation verbale. Donc, ça inclut certains principes ici à votre droite. Donc, ça inclut le respect de la personne et de l'espace. On va essayer de ne pas être provocateur, établir un contact verbal avec le patient, le plus possible de diminuer l'agitation verbalement avec le patient. Des fois, ça fonctionne pas, la désescalation verbale, puis les infirmières vont retirer le patient dans sa chambre, avoir un environnement avec moins de stimulus sociaux, la diminution des bruits, diminution des lumières, juste pour avoir un environnement calme. Puis on veut aussi s'assurer un espace sécuritaire, non seulement pour les patients, mais aussi pour comme le personnel. Donc, on va enlever tous les objets potentiellement dangereux. Puis si, en dernier recours, la désescalation verbale, le retrait dans sa chambre, ça fonctionne pas, puis même la médication, c'est là où on va tenter les contentions physiques. So, les contentions physiques sont vraiment utilisées en recours, surtout si le patient devient un danger pour lui-même et pour les autres. La raison pour ça, c'est que les contentions physiques peuvent être vraiment traumatisantes pour les patients, ça peut nuire à l'alliance thérapeutique, ça peut augmenter l'agitation et le délirium, puis il y a quand même un risque de décès. Puis ce risque de décès est en lien avec le cascade physiologique
dans un état d'excitation qui peut amener à une asphyxiation, la rhabdomyolyse ou même des complications cardiaques. Donc, si on utilise des contentions physiques, c'est vraiment pour une courte durée de temps afin pour calmer le patient. Donc, ici, on vous présente un algorithme de traitement d'agitation qui est tiré du guidelines là, du consensus du bêta. Comme Dr Laniel le disait, là, on avait comme deux hypothèses pour ce patient-là. Donc, soit une agitation qui était secondaire à un délirium ou une agitation qui était secondaire à sa manie psychotique. Donc, si je vous amène complètement à gauche du tableau, c'est l'agitation secondaire au délirium. Puis en bas, ce que ça dit, la première chose, c'est qu'on doit éviter les benzodiazépines, comme vous le savez déjà. Puis par la suite, c'est quand même assez similaire, là, les deux sections. Donc, c'est d'y aller avec les antipsychotiques de deuxième génération. Donc, on parle de risperidone, d'olanzapine, puis Aldol si ça fonctionne pas. Juste vous emmener, en fait, on parle de l'olanzapine puis de ziprasidone en injectable. La ziprasidone, c'est pas un médicament en injectable, c'est pas un médicament qui est disponible ici au Canada. Fait qu'habituellement, si ça fonctionne pas avec le Péros, on y va avec l'Aldol injectable ou l'aloxapine injectable. Euh, Puis ici, en fait, c'est un deuxième tableau qui est tiré du même consensus. Donc, ça reprend pas mal les doses habituelles qu'on va donner aux patients pour l'agitation. C'est sûr que pour un patient qui est plus jeune puis qui n'a pas pris d'antipsychotique, on vise des doses plus basses. Puis, je vous amène aussi au fait que ziprasidone, comme je disais tantôt, il n'est pas disponible. L'aripiprazole courte action aussi n'est pas disponible au Canada. Et finalement, l'olanzapine, eux, ils suggèrent de donner des doses de 10 mg aux 20 minutes, mais lorsque c'est donné IM, euh, si on regarde la monographie, il faut donner la première dose, en fait, en PR1. Après ça, la deuxième dose, elle doit être 2 heures après la première dose. Puis la troisième dose doit être 4 heures après la deuxième dose. Fait qu'on ne peut pas donner ça aux 20 minutes, sinon le patient risque d'avoir une dépression respiratoire. Ici, à votre droite, il y a un tableau qui démontre les antipsychotiques qui portent des effets secondaires anticholinergiques. Puis les médicaments en bas sont les antipsychotiques qui portent le plus grand risque d'effets secondaires anticholinergiques. Donc, comme vous voyez, comme la quétiapine est quand même fortement anticholinergique, donc on a cessé sa quétiapine, on a arrêté son activant, le Gravol, puis le hydromorphone. Puis je sais que tout à l'heure, on a dit que le Zyprexa peut être quand même utilisé pour traiter l'agitation secondaire, le délirium, et le Zyprexa porte quand même des effets secondaires anticholinergiques. Mais on pensait que le surcharge anticholinergique était tellement élevé qu'il aurait pu avoir un effet sur son délirium. Donc c'est pour ça qu'on a sevré tous ces médicaments-là. On a aussi changé son loxapine régulier puis son PRN loxapine activant pour du Risperdal. Parce que comme vous voyez, le Risperdal est une deuxième génération d'antipsychotiques, puis il porte moins d'effets secondaires anticholinergiques. Puis on a aussi utilisé le Risperdal parce que, comme on disait, on pensait que son agitation était aussi secondaire à une manie psychotique. Donc le Risperdal a quand même des évidences dans le traitement des manies psychotiques. Mais on a aussi ajouté un stabilisateur, dont le Vival pour son manie. Mais qu'est-ce qui est fun avec le Pivat, ça peut aussi être utilisé chez les patients TCC pour diminuer leur comportement agressif, puis aussi l'impulsivité. Puis ça peut aussi avoir des bénéfices potentiels dans le traitement et la prévention des crises épileptiques, surtout dans les semaines et des mois après un TCC. On est aussi allé regarder la littérature là, pour ce cas, pour voir ce que la littérature nous dit sur le traitement de l'agitation post-TCC. Donc là, je vous présente une première étude, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2019. Donc, sur 180 articles qui ont été évalués, c'est 21 qui ont été inclus. Puis les médicaments évalués sont les bêta-bloqueurs, les antipsychotiques typiques atypiques, les anticonvulsivants, les agonistes dopaminergiques, les psychostimulants, certains antidépresseurs, les agonistes alpha-2 adrénergiques, puis les hypnotiques anxiolytiques. Puis en gros, cette étude-là, elle dit qu'il y avait comme des données insuffisantes pour avoir une recommandation spécifique pour le traitement de l'agitation. On va y revenir un peu plus tard. Ça disait aussi que les médicaments qui ont démontré le plus d'études, là, c'est le propranolol, le méthylphénidate, l'acide valproïque, puis le l'olanzapine. Donc, ça serait ceux que théoriquement, on prioriserait pour ces patients-là. Ça, c'est une autre étude qui a été réalisée en 2021.
Puis, c'est dans le fond une revue systématique des revues qui ont été faites préalablement sur le traitement de l'agitation puis des agressions post-TCC. Donc, c'est principalement les mêmes médicaments qui ont été étudiés. Puis eux tombent en conclusion que les études sont de faible qualité. Les benzodiazépines et l'halopéridol sont à éviter. Et là, je mets un petit bémol sur l'halopéridol. En fait, il y a des études animales qui ont démontré que la prise d'halopéridol post-TCC, ça pouvait réduire un petit peu la capacité de la personne à se rétablir de son TCC, soit parce qu'elle aurait comme un peu moins de capacité cognitive ou simplement que le médicament comme, aurait un impact sur les circuits nerveux. Donc, c'est comme des études animales. Par contre, ça n'a pas été reproduit chez les humains. Donc, les humains, lorsque ça a été tenté sur des petites populations, soit qui avaient un faible bénéfice ou pas de bénéfice du tout. Donc, c'est à prendre avec un petit bémol. Puis, la recommandation, c'est les antipsychotiques atypiques, comme on l'a dit. Le Olanzapine, c'est comme la médication qui a le plus d'études pour ces patients-là. L'amantadine aussi est un choix possible. On va y revenir tantôt. Les bêta-bloqueurs, on parle de propranolol, pendolol, les antiépileptiques, puis le méthylphénidate. Donc, ça, c'est un tableau qui est tiré de la même étude. Puis là, je vous amène complètement à gauche du tableau. La montadine, c'est étrangement la molécule qui a le plus de données sur le traitement de l'agitation post-TCC, mais c'est des données qui sont très, très conflictuelles. Donc, il va y avoir des études qui vont dire que ça fonctionne, puis d'autres qui vont dire que ça fonctionne pas. Donc, toujours à prendre avec un grain de sel. Puis ici, on voit bien que propranolol, pendolol sont peut-être les molécules qui ont un peu plus de données, mais c'est très hétérogène. Finalement, ça nous amène à parler des guidelines de traitement d'agitation post-TCC. Donc, c'est des recommandations de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie combinées avec l'INES, donc des recommandations des deux sociétés. Elles sont parues en 2023, donc assez récent. Puis ça dit principalement la même chose. Donc, en première ligne, on va donner des antipsychotiques de deuxième génération. Eux, ils incluent la quetiapine comme un choix possible parce qu'il y a des petites études qui supportent ça. Donc, quetiapine, olanzapine, risperidone, aripiprazole. Finalement, on parle de méthode triméprazine si les antipsychotiques de deuxième génération ne fonctionnent pas euh, pour ne, pour ne pas donner l'allopéridol, mais les évidences sont toujours faibles pour ça. Après, c'est d'évaluer le délirium comme on l'a fait pour notre patient. Puis, si avec ça, ça ne fonctionne pas, c'est d'y aller avec le propranolol, pendolol, si notre pression artérielle nous le permet, l'acide valproïque ou la carbamazépine. Donc, carbamazépine a quand même un peu de données, mais il faut faire attention avec les interactions médicamenteuses qui sont nombreuses avec ce médicament-là. Donc, on retient l'acide valproïque qui est un choix possible. Après, à gauche du tableau, mettons un patient qui est amorti post-TCC, gardez en tête que méthylphénidate et amantadine peut être donné. Amantadine, à ma connaissance, c'est pas couvert, fait que, à vérifier. Puis finalement, à gauche, là, on parle que si le patient, admettons, des symptômes de dépression, d'anxiété, d'y aller avec un ISRS. On n'a pas de données claires pour le traitement de l'agitation, mais ça peut aider un patient qui fait une dépression après un TCC, puis de considérer les antidépresseurs tricycliques si on a des problèmes de sommeil ou de douleur. Il y a des choses qui sont utiles à savoir. La montadine, entre autres, il y a une étude qui a été très, très bien faite chez les patients qui étaient en état de conscience minimale. Donc, c'est utile, la montadine, pour réveiller les patients. Mais une fois qu'ils sont réveillés et agités, c'est pas nécessairement une bonne indication. La même chose pour l'usage du méthylphénidate. Mais je comprends que les études sont assez larges et puis ils essaient de trouver les bons ingrédients, en fait, pour aider nos patients. L'autre chose aussi que j'aimerais ajouter en complément d'information, c'est que l'aldol, on le prescrit, mais uniquement aux besoins chez nos patients qui sont ici du côté de la médecine physique parce qu'on veut protéger les patients, puis on veut protéger les soignants, parce que c'est des gens qui peuvent devenir extrêmement agités. Ils peuvent se faire mal et faire mal aux autres aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on donne de façon régulière. Puis, effectivement, c'est décrit dans les études animales que ça pourrait ralentir la récupération neuronale, mais pour le nombre de jours que ces patients-là les reçoivent au besoin, je pense pas que sur 6 mois ou un an, ça fait une grande, grande différence, en tout cas, mon expérience à moi. Là.
Ensuite de ça, ben, en fait, si on avait des chambres à bas stimuli, puis il y en a deux qui sont en train d'être construites au 5D, on n'aurait pas la demande qu'on fait de temps en temps auprès du docteur Laniel de transférer ces patients-là dans un endroit mieux contrôlé que le 5D, qui est une unité de médecine physique avec des infirmières qui ne sont pas entraînées à encadrer ces patients-là. Et souvent, ben, c'est ça qui fait la différence, c'est l'encadrement resserré des infirmiers spécialisés dans le traitement de l'agitation qui fait la différence pour ces patients-là. Voilà, merci beaucoup pour la présentation. Merci, puis merci de ton intervention puis des précisions. Écoutez, je vous propose qu'on continue, puis il va aussi y avoir une période de questions, donc à la fin de la présentation, là. Donc, Donc, comment est-ce que le cannabis fonctionne est vraiment par un système qui s'appelle le système endocannabinoïde. Ce système est vraiment présent partout dans le corps et il joue un rôle vraiment important dans l'homéostasie de différents processus tels que l'appétit, les fonctions motrices, la fertilité et la douleur. Le système est médié par deux récepteurs, dont le récepteur CB1 qui se retrouve dans le système nerveux central et périphérique et le CB2 qui se retrouve dans le système immunitaire. Donc, c'est l'activation de CB1, le récepteur CB1 qui est en lien avec les effets psychoactifs du cannabis, tandis que le récepteur CB2 joue vraiment un rôle au niveau de l'immunomodulation. Donc, il y a environ 565 produits chimiques dans la plante du cannabis, mais les deux produits qu'on connaît plus pour leur valeur thérapeutique est le THC et le CBD. Le THC, c'est un agoniste partiel des récepteurs CB1 et CB2. Il produit ses effets physiologiques dont l'effet euphorisant, analgésique, antiémétique, puis ça fonctionne aussi comme un relaxant musculaire. Par contre, au niveau du sommeil et de l'humeur, l'effet qu'il produit est vraiment dépendant de la dose. Donc, au niveau du sommeil, à une dose plus faible, ça peut favoriser le sommeil, mais à des doses plus élevées, ça peut perturber le sommeil. Puis c'est la même chose au niveau de l'humeur. À des faibles doses, c'est plus anxiolytique. Mais chez nos patients qui prennent beaucoup de cannabis dans un shot, par exemple, ça peut être quand même anxiogène pour les patients. Le CBD, son mécanisme d'action n'est pas tant connu à date. L'hypothèse, c'est que c'est un modulateur allostérique ou un antagoniste indirect des récepteurs CB1 et CB2. Donc, on pense que le CBD peut en effet moduler l'effet du THC. Ces effets physiologiques incluent un effet antiépileptique, analgésique, antiémétique et anxiolytique. Ça peut diminuer la spasticité, puis ça peut aussi améliorer la dystonie, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise chez nos patients qui ont une dystonie secondaire des antipsychotiques. Donc, si j'ai un patient, par exemple, qui vient, qui est full en douleur, puis le patient a tenté tous les médicaments recommandés pour la douleur, c'est là où on peut suggérer le cannabis. Chez un patient qui est naïf au cannabis, on va prioriser les produits riches en CBD au lieu du THC. Par contre, si les objectifs sont non atteints, le patient est toujours en douleur ou ils utilisent des doses plus élevées que 40 mg par jour de CBD, c'est là où on peut ajouter du THC. Par contre, les effets psychoactifs du THC peuvent même se manifester à des petites doses de 10 à 20 mg par jour. Donc, c'est juste à surveiller. Puis même à des doses de 30 mg par jour, c'est là où comme, ça peut augmenter vraiment le risque d'avoir des effets secondaires psychiatriques, puis sans avoir nécessairement des bénéfices supplémentaires. Donc, pour les effets secondaires du cannabis, on sait très bien que ça peut induire l'euphorie, une distorsion de la perception, surtout en lien avec le THC plus que le CBD. Il y a environ 20 à 30 des patients qui vont avoir une crise d'anxiété, puis même cela, ça peut arriver sur une petite dose orale de THC à 5 mg. Chez nos patients qui utilisent le THC, le cannabis de façon chronique, ça peut augmenter le risque de dépression. Ça peut aussi amener à une apparition précoce du trouble bipolaire. Et chez nos patients avec un trouble bipolaire, ça peut augmenter la durée et la fréquence des phases maniaques. Puis ça peut aussi avoir un risque de psychose, surtout les produits riches en THC. Donc, l'Association des pharmaciens du Canada recommande d'éviter le cannabis, surtout les produits qui sont riches en THC, chez les patients ayant des antécédents personnels ou familiaux de psychose ou de schizophrénie, puis d'utiliser le produit avec prudence chez les patients avec un trouble de l'humeur.
risque, il faut faire un sevrage parce qu'il peut quand même avoir des symptômes de sevrage comme un état de manque, la dysphorie, l'anxiété, l'agressivité. Les symptômes de sevrage débutent généralement dans les 24 à 48 heures après la dernière prise de cannabis, puis ça peut persister jusqu'à 2 à 6 jours après. Donc, pour Madame Marijuana, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a diminué et cessé son cannabis riche en THC, puis on a fini par cesser éventuellement son cannabis riche en CBD. Ben, le mélange de CBD puis THC. Donc, au niveau de son agitation, l'autre chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est que des fois, on voit des tableaux d'agitation de patients comme ce patient-là qui était très, très agité, qui reçoivent de multiples doses d'antipsychotiques, mais parfois l'agitation peut être reliée à l'acathisie, en fait. Donc, il faut toujours garder ça en tête là, quand un patient reçoit de multiples doses de neuroleptiques. Puis dans ce cas-là, ben, soit qu'on diminue les doses des antipsychotiques ou on les enlève complètement pour laisser simplement le lorazépam ou il ne faut pas oublier de traiter le patient en lui donnant de l'Indéral, des bêta-bloqueurs ou même des fois des anticholinergiques peuvent aider. Donc, juste un mot sur le clopixel à phase. Je laisse ma collègue prendre le relais. Dans le fond, le Clobixol Acufaz, dans le traitement de l'agitation des patients, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas nécessairement plus efficace comparativement aux autres antipsychotiques qu'on a de disponibles. Donc, l'avantage, c'est vraiment de permettre à l'infirmière, si mettons, il y a un danger que le patient soit agressif quand elle va lui administrer son haloperidol, puis qu'il demande des doses répétitives, ben, ça va permettre à l'infirmière d'être moins exposée, puis au patient d'être mieux contrôlé aussi. En termes d'innocuité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un médicament qui a un peu plus de sédation, puis est plus à risque d'avoir des réactions extrapyramidales. Les posologies varient entre 50 et 150 mg qu'on va donner aux 72 heures. Le début d'action est pas rapide, là. On l'a après 2 heures, puis c'est principalement de la somnolence. Fait que le patient est moins agité parce qu'il est comme plus endormi. On va avoir un pic plasmatique à 24-48 heures, donc les effets indésirables peuvent augmenter à ce moment-là. Puis on a une durée d'action de 2 à 3 jours environ. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, mettons que le patient il est quand même agité malgré son clopixol, on peut quand même prévoir des petites doses de PRN, de l'activant, puis de l'haloperidol ou autre. Après, pour ce patient-là, on a parlé de clozapine. Donc, lui, c'est un patient qui était sous un Vega sustenant. On avait un échec à ce médicament-là. Puis le clopixol Acufaz, il y a quand même eu des doses pendant à peu près 2 semaines. Puis on considérait que c'était pas assez efficace pour lui. Donc, il cotait là, pour avoir la clozapine. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a quand même beaucoup de données là, pour la diminution de l'agressivité avec la clozapine. Donc, on peut même le donner lorsqu'on a seulement un échec. Donc, ce patient-là avait comme 2 indications, on va dire, pour avoir la clozapine. Après, pour ce cas-là, on a parlé du QTC. On avait une crainte par rapport à son QT qui était à 450 à peu près. Donc, pour l'évaluation du QT, il faut regarder deux choses. Donc, la première chose, c'est les facteurs de risque liés à la médication. Donc, comme vous le savez, là, le pire médicament qu'on a actuellement disponible, c'est l'amisulpride, pour lequel on recommande des suivis assez étroits de QT. Pour les autres médicaments, c'est quand même assez, je vous dirais, oui, c'est important à regarder, mais c'est pas super important. À part l'haloperidol, puis ça varie des guidelines. Donc, le Peros, on a peut-être un peu moins d'inquiétude. Le parentéral, on a un peu plus d'inquiétude par rapport au QT, donc c'est à suivre. Donc, à droite, vous avez comme la liste des médicaments qui peuvent augmenter le QTC, là, que je vous laisse regarder par la suite. Aussi, la deuxième chose à regarder, c'est les facteurs de risque liés aux patients. Puis ça, c'est comme un point important. On va y revenir plus tard là, avec un tableau qui décrit ce qu'il faut regarder. Finalement, je vous sollicite là, comme télécharger puis à regarder le Creatable Med. C'est une application gratuite. Puis dans le fond, ça va dire si le risque de QT est comme inhérent à la molécule même. Puis si, mettons, le patient le prend, il peut avoir un torsade de pointe qui est associé. Ou s'il faut regarder les facteurs de risque pour que le risque soit plus grand pour ce médicament-là. Donc, ici, il y a un tableau là, qui résume l'augmentation du QT pour nos antipsychotiques. Donc, le clopixol est complètement à gauche du tableau.
Le risque est décrit comme étant unknown, mais dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas de données comme quoi que la médication augmente le QT. Donc, on était sécuritaire pour ce patient-là. Puis la clozapine, elle, elle est dans la section du low effect, là, la section verte. Donc, ça aussi, c'était un risque qui était limité, on va dire. Puis la plupart de nos antipsychotiques sont dans la section verte. L'halopéridol est dans la section orange avec la misulpride, donc ça peut faire augmenter le QT à surveiller. Mais surtout, comme je disais tantôt, là, dans le rouge, lorsque c'est donné en parentérale, IVIM, ou lorsqu'il y a des interactions médicamenteuses ou qu'il y a comme beaucoup de médicaments qui peuvent augmenter le QT. Puis l'interaction médicamenteuse, je vous dirais que c'est comme pas à négliger parce que des fois, c'est lorsqu'on a une interaction médicamenteuse que les concentrations de médicaments deviennent vraiment suprathérapeutiques, que là, le risque augmente de manière en fait un peu exponentielle, là, très, très élevée. Donc, il faut faire attention à ces cas. Après, lorsque je parlais tantôt des facteurs de risque liés au patient, c'est en gros de regarder si le patient a déjà une histoire de problèmes cardiaques, s'il prend des antiarythmiques, puis aussi s'il y a des désordres métaboliques. Donc, on peut penser, mettons, à des patients qui ne mangent pas bien, à des patients qui ont des problèmes, mettons, d'anorexie ou de boulimie. Donc, c'est des patients qui sont un peu plus à risque d'avoir des problèmes de QT. Donc, il faut toujours évaluer les deux pour avoir un, un tableau juste. Ce qui nous amène à la période de questions. OK. Donc, pour répondre à la question 1, je sais que le Zyprexa intramusculaire, nous, on l'a toujours pas ici sur le formulaire de Sacré-Cœur à cause du coût. C'est encore la même chose. Une fiole de Zyprexa 10 mg, c'est comme 30 $ comparativement à une fiole d'Aldol qui est comme 1 $. Puis, tu sais, comme après la reconstitution de la fiole, la stabilité est juste 1 heure. Donc, si on utilise juste la moitié de la dose de 5 mg, tu sais, le reste est une perte. Puis, tu sais, avec comme Nadia disait tantôt, l'administration du Zyprexa intramusculaire, ça se fait à chaque 2 heures. Tu sais, la première dose, tu donnes 2 heures, excuse-moi, la deuxième dose, tu donnes 2 heures après la première, puis tu donnes le troisième dose 4 heures après la première. C'est ça. Après la deuxième, excuse. Donc, tu sais, comme, c'est vraiment au niveau de ça, le coût, puis aussi la stabilité. Puis, tu sais, avec les données qu'on a présentement, le Zyprexa intramusculaire, c'est quand même similaire en termes d'efficacité à l'aldol puis l'oxapine. Donc, c'est pour ça que la raison principale qu'on n'a pas ce produit-là, c'est ici à l'hôpital. Puis pour le Zyprexa intranasal, moi, j'ai pas de données présentement que ça va venir sur le marché ici au Canada. Je sais pas, Nadia, c'est toi aussi, donc, ouais, je pense pas que c'est comme quelque chose qui s'en vient présentement au Canada. Pour répondre peut-être pas par rapport aux Zyprexa, mais ce qui est dans certains guides de pratique, c'est le Loxapac intranasal, parce qu'il y avait une Ouais. étude randomisée qui avait été faite avec des patients souffrant de manie, puis je pense qu'il y avait comme 344 patients souffrant de manie, puis 345, fait qu'il y avait de schizophrénie. Puis ça, c'était une étude randomisée là, qui avait été bien faite, donc c'est recommandé, mais encore une fois, c'est pas disponible, là. Donc, Et l'autre chose que je rajouterais avec le Lonzapine IM, c'est qu'on ne peut pas le donner en combinaison avec l'activant IM. Il faut attendre 1 heure. Fait que, tu sais, si dans l'avenir c'est disponible, c'est juste de s'assurer comme de ne pas les donner ensemble à cause du risque de dépression respiratoire qui est quand même très élevé lorsqu'on les donne ensemble. Puis, c'est ça. Actuellement, au CIUS, on l'a pas. Mais si ça change, il faut quand même faire attention à cette pratique-là qu'on n'est peut-être pas habitué d'avoir ici. Moi, de toute façon, j'ai jamais vu un psychose suite à l'arrêt du cannabis. En effet, je l'ai pas vu dans ma recherche de la littérature, mais c'est intéressant, merci. pour conclure, euh, je parlais tout à l'heure là, qu'il y avait des fois des limites dans les guides de pratique, mais effectivement, il y a très peu d'études randomisées comparatives. Puis il faut tenir en tête aussi que quand il y en a des études randomisées, ben, c'est des patients habituellement qui ont des agitations très légères, des patients qui sont volontaires. Donc, c'est des patients qui ne correspondent pas du tout à une clientèle qu'on peut retrouver là, dans une salle d'urgence ou aux soins intensifs psychiatriques, où c'est plutôt des patients qui sont très opposants, qui sont souvent inaptes, qui ne sont pas en mesure de donner un consentement pour participer à ce type d'études-là. Donc, quand même, il y a une limite par rapport à la littérature. Il y a certaines études qui proviennent de l'industrie. Il y a certaines formulations qui ne sont pas disponibles au Canada, même dans les guides canadiens. Là, je parlais tout à l'heure, en réponse à une question du docteur Costella, là, de l'Oxapac intramusculaire qui est dans un guide de pratique canadien, du CanMat, entre autres, pour l'agitation aiguë reliée à la manie aiguë. Mais
ça n'existe pas, tout comme le diprasidone intramusculaire ou l'Abilify intramusculaire en cas d'agitation aiguë, on n'a pas ça. Donc, ça mène certaines limites. Il faut bien comprendre aussi qu'une absence de données probantes, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence d'efficacité, c'est juste que ça n'a pas été démontré. Il faut toujours aussi qu'il y ait un équilibre entre les risques et les bénéfices des traitements qu'on utilise. Donc, dans bien des cas, on se retrouve à naviguer à travers des eaux troubles. Donc, faut vivre avec ça en médecine. Puis, je pense que une chose à retenir qui est très importante aussi, c'est vraiment d'utiliser, quand on utilise des techniques de pacification, des escalades, puis même quand on va procéder à des interventions plus interventionnistes, en fait, là, donc contrôler une personne par une médication, une salle d'isolement, tout ça, c'est vraiment dans un but d'empêcher que cette personne-là puisse infliger ou infliger des lésions à autrui. Donc, on voit beaucoup de patients, par exemple, qui sont transférés aux soins intensifs psychiatriques après qu'ils ont donné un coup de poing, après qu'ils ont lancé une chaise, après qu'ils ont blessé quelqu'un. Puis, c'est pas nécessaire d'en arriver là. Je pense que quand on commence à voir les signes d'agitation, que ce soit hausser le ton, pointer du doigt, s'opposer à certaines consignes, devenir très hostile, tout ça, c'en est des symptômes d'agitation qu'il faut traiter, puis il faut être plus proactif pour traiter l'agitation pour justement éviter qu'il y ait une escalade de violence. Il y a certaines échelles là, qui existent pour justement l'agitation. Là, il y a une sous-échelle du PANS qui est le PEC qu'on peut utiliser. Nous, à l'unité, on utilise la grille de Brossette qui est pour le risque de violence, mais bref, ça permet quand même de dépister là, d'avance des symptômes d'agitation pour prévenir l'escalade puis les gestes de violence. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. On vous remercie tous de l'invitation. Merci à vous trois pour cette conférence très intéressante et très populaire aussi.